Allez, cette question à présent sur Boursorama. Pourquoi est-ce que la crise sociale se produit en France et pas ailleurs? Pourquoi c'est chez nous qu'on a eu cet épisode des Gilets jaunes, qui n'est pas terminé d'ailleurs? Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué de réformer? Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. On a un pays quand même qui est l'un des moins inégalités, on va dire ça comme ça. On a un modèle social qui est quand même relativement, quand même, quand on se compare aux autres, c'est jamais suffisant, mais quand on se compare, plutôt généreux, plutôt redistributif. Et c'est chez nous qu'on a cette crise sociale à répétition finalement. Oui, si on prend un économiste martien, ça doit bien exister, et qu'on lui donne les données des pays de l'OCDE, il va s'apercevoir qu'en France, les salaires ont augmenté plus vite que la productivité, ce qui est l'inverse de ce qu'on a aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon, en Espagne, etc. Que les inégalités sont assez faibles et n'ont pas augmenté depuis 30 ans, que ce soit les inégalités moyennes ou les inégalités extrêmes, le pourcent des plus riches, que le taux de pauvreté est assez faible et n'a pas augmenté depuis 30 ans, que les dépenses de protection sociale sont les plus élevées de tout l'OCDE, ce qui implique une pression fiscale qui est la plus élevée de tout l'OCDE, que le système éducatif est presque gratuit, que le système de santé, malgré toutes ces tensions aujourd'hui, est quand même un des plus efficaces des pays de l'OCDE, même si aujourd'hui il y a des difficultés, etc., etc. Que le SMIC, j'oubliais ça, par rapport au salaire moyen des actifs est le plus élevé de tout l'OCDE, on est au-dessus de 60%, c'est 35% aux États-Unis par exemple. Et donc cet économiste martien, il fait une crise cardiaque où il se dit mais c'est qu'il y a l'économiste martien conclurait qu'on va avoir des yellow vests, comme on dit, des gilets jaunes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon, en Espagne, et que la France sera le seul pays qui restera dans une situation de calme social et politique, mais pas en France, grâce à ces politiques. Voilà. Ouais. Donc ça devrait se produire partout. Les gilets jaunes, la tension sociale, le rejet du capitalisme, dans tous les pays, etc. mais pas chez nous. Partout, sauf en France. C'est le seul. Alors, je parle en relatif. Je parle pas. On a 14% de taux de pauvreté en France. Donc, on peut dire que c'est beaucoup trop, ce qui est juste. Il faudrait mieux avoir zéro. Mais les États-Unis ont 25, quoi. Donc, en relatif, en tout cas, la France est un pays qui est le plus performant en termes de, à nouveau, protection sociale, solidarité. Comment expliquer qu'avec toutes ces vertus, encore une fois, protectrices de notre modèle social, pardon de dire des choses de manière un peu brute, ce soit le bordel ici, après tout ce qu'on vient de dire? Alors, évidemment, les économistes se grattent la tête quand même. Je crois qu'il y a un relatif consensus dans la profession pour dire qu'il y a trois choses qui ont été assez mal vues. Je vais prendre dans un ordre quelconque. La première, c'est la question géographique qui est bien connue. C'est grandes agglomérations versus le reste du pays. Quoi. Là, donc les déserts médicaux, les déserts pour les services publics, même pour les commerces. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à avoir pas mal de réflexions là-dessus. C'est vrai que c'est pas drôle du tout de vivre dans une petite ville au milieu malgré les dépenses publiques qui sont records dans le monde, on a cette désertification des services publics dans les zones rurales. Il n'y a plus de médecins, c'est difficile d'avoir un rendez-vous à l'hôpital, les hôpitaux sont de plus en plus loin. Il y a plus de postes, il n'y a plus de service des impôts, et puis après, il n'y a plus de boulanger. Enfin bon, que je ne vais pas revenir là-dessus. Il n'y a plus de train. Et donc, on a quand même un problème de territoire qu'on a totalement sous-estimé et qui fait que le bien-être des habitants des grandes agglomérations ne se retrouve pas du tout dans les habitants des territoires éloignés des grandes agglomérations. Donc ça, on le sait, c'est un vrai problème. Et ce problème, il va falloir le régler. Il faut remettre de façon intelligente des services publics dans les territoires, de façon collective, des services publics partagés. Il faut remettre sans doute des moyens de transport public dans les territoires. Voilà. Deuxième sujet dont on parle aussi de plus en plus, c'est la question de la mobilité sociale. Ouais, ça, c'est un vrai sujet, parce que même si on a tout ce qu'on a dit avant sur la qualité, le niveau de la protection sociale, on a des politiques redistributives. Quand vous regardez les inégalités avant et après redistribution, c'est une mesure des politiques redistributives. C'est en France que l'écart est le plus élevé. Donc on a les politiques redistributives les plus importantes de l'OCDE. Mais ça, c'est un instant donné. Instantanément, on redistribue beaucoup des personnes à revenus élevés vers les personnes à revenus faibles, à la fois par l'impôt, les prestations sociales, la prime d'activité. Mais dynamiquement dans le temps, il y a un piège aujourd'hui qui est que les enfants des classes défavorisées, je prends le vocabulaire officiel qui n'est pas très sympathique, mais enfin, sont défavorisés. Et ils le sont dès l'école. Vous avez vu la dernière enquête PISA,
les enfants des classes défavorisées ont de mauvais résultats à l'école. Et ceci, plus en France nettement que dans la moyenne de l'OCDE. Pas plus qu'en Allemagne, curieusement, mais nettement plus que dans la moyenne de l'OCDE. Et puis ça continue après. Quand vous regardez, j'ai regardé des tableaux de transition, c'est-à-dire que faisaient les parents, etc. Quand vous regardez des cadres, par exemple aujourd'hui en France, il n'y a que 8% des cadres dont les parents étaient ouvriers. Donc tu vois, il y a extrêmement peu de mobilité sociale, quoi. Donc les classes populaires, un vocabulaire un peu bizarre, mais enfin qui est clair, ont comme perspective que leurs enfants seront dans les classes populaires. Et ça, c'est très différent de ce qu'on avait il y a 30 ou à 40 ans. Et c'est lié évidemment à ce que vous connaissez, David, c'est-à-dire à la disparition des emplois intermédiaires. D'abord à l'école. L'école fait plus son travail de promotion sociale. Et on sait pourquoi, comme dans tous les pays, il faut compléter l'école par des cours particuliers, par des formations complémentaires. Il n'y a que les parents un peu aisés qui peuvent payer ça à leurs enfants. Et les dédoublements de classe non plus. Alors les dédoublements de classe, c'est très bien. Mais on fait ça depuis 2 ans et ça mettra du temps. Mais c'est très bien. Évidemment, ça va dans la bonne direction. Mais on le fait aujourd'hui. On avait dû le faire il y a 30 ans. Et puis, quand même, il y a beaucoup moins d'emplois au milieu. Et donc, quand vous venez des classes populaires, avant, les enfants passaient par une étape qui était emploi intermédiaire. Mais comme il y a beaucoup moins d'emplois intermédiaires, c'est beaucoup plus compliqué de sauter directement dans les emplois les plus qualifiés. Donc, on a enlevé, c'est comme une échelle où on a enlevé les échelons au milieu. Donc, c'est dur d'aller en haut, quoi. Mais en fait, voilà, donc on a beaucoup moins de mobilité sociale. Et ça, les Français ne l'acceptent pas. Alors, il y a des travaux intéressants. Vous connaissez peut-être Stéphanie Stancheva, qui est une des jeunes brillantes économistes françaises, mais qui est aux États-Unis. Stéphanie fait des travaux sur le lien entre la perception de la mobilité sociale, elle est extrêmement faible en France, perçue, et l'acceptation des inégalités. Donc, dans les pays où la mobilité sociale perçue est faible, en France, elle est perçue faible, mais elle est vraiment faible. Les inégalités sont beaucoup plus rejetées que dans les pays. Si vous pensez que vos enfants peuvent être riches, vous acceptez qu'il y ait des riches, quoi. Si vous pensez qu'il n'y a aucune chance que vos enfants soient riches, vous n'acceptez pas qu'il y ait des riches. Et alors, tout est là. Le truc bizarre aux États-Unis, c'est les États-Unis. Parce que les États-Unis, il n'y a aucune mobilité sociale, c'est même pire qu'en France. Mais les gens sont convaincus. Les Américains, ils croient qu'elle est très forte. Donc ils acceptent les inégalités, alors qu'en réalité, ils sont encore plus piégés que les Français. Et le troisième sujet, je pense, c'est l'immobilier. Parce que, certes, le pouvoir d'achat des Français a augmenté, mais le coût du logement a comme beaucoup augmenté. Quand vous regardez, par exemple, le poids des loyers dans le revenu disponible des ménages, en 20 ans, il a augmenté d'1 tiers, ce qui est quand même beaucoup. Quand vous regardez les prix de l'immobilier par rapport aux salaires, en 20 ans, ils ont augmenté de 45%. Donc on a une charge immobilière, qu'on soit locataire ou propriétaire, qui est beaucoup plus élevée. Et la faute à qui? La faute aux différents gouvernements qui n'ont pas permis de construire suffisamment. On ne construit pas assez. La faute aussi aux politiques monétaires des banques centrales aussi. Il faut construire plus. Oui, alors il y a 2 responsabilités. Responsabilité 1, l'urbanisme. Donc on a... Pour que les Français soient propriétaires, au lieu de densifier les centres-villes, on les a envoyés à 30 km des centres-villes dans des petites maisons. Et puis, responsabilité 2, c'est qu'effectivement, les banques centrales ne s'occupent pas des prix des actifs et des prix de l'immobilier. Et donc voilà, donc je pense qu'on a 3 sujets très graves à traiter. Le sujet des territoires, le sujet des emplois intermédiaires et le sujet du coût du logement. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Sur les territoires, on l'a dit, il faut réinvestir dans les territoires. Il faut des agences de l'État où on trouve à la fois... C'est ce qu'a proposé le président, ça aussi. Oui, ça va se faire. Les maisons France, c'est ça, non? Oui, mais après, je dis d'accord. Enfin, on y pense aujourd'hui, on aurait pu y penser. Enfin, je veux dire, les économistes qui travaillent sur les territoires travaillent depuis 20 ans sur les territoires. Mais c'est bien. Donc, il faut faire des maisons où il y aura la sécurité sociale sous toutes ses formes, le pôle emploi, les impôts, etc. Il faut des maisons de santé où il y a des médecins, des infirmières, des kinés, etc. Il faut peut-être mettre un peu plus d'argent dans les transports publics. Enfin bon, sur les emplois intermédiaires, alors là, c'est là qu'on est le plus sec. Comment on fait pour... Vous allez me dire l'éducation. Oui, mais c'est pas l'éducation, c'est les emplois. Même si les gens sont bien formés, s'il n'y a pas d'emploi. Et donc, comment on fait? L'industrie joue un rôle central là-dedans. Donc, il faut réindustrialiser. Mais ça, c'est facile à dire et pas à faire. Il faut recréer des emplois du milieu de gamme, quoi, je veux dire, qui sont en train de disparaître. En gros, le milieu de gamme, c'est ni les ingénieurs, ni les garçons de café. C'est pas les gens qui... C'est pas les services à la personne les plus basiques, et c'est pas les gens qui font de l'intelligence artificielle. C'est dans le temps, c'était les techniciens de l'industrie, quoi, qui étaient, comme on disait, l'aristocratie de la classe ouvrière, quoi. Il n'y en a plus d'aristocratie de la classe ouvrière, il n'y en a plus beaucoup. Et puis troisièmement, il faut construire plus. Donc évidemment, il faut changer totalement. Il faut arrêter d'étendre les villes, d'envoyer les gens dans des petites maisons à 30 km de leur travail, avec une vraie difficulté en plus à vendre leur maison s'ils doivent bouger. Il faut
dire qu'on décide définitivement de ne plus construire dans les champs, c'est interdit, de rendre constructible un champ, et il faut densifier les centres-villes, il faut mettre des étages de plus à l'intérieur des villes. Et allez vous faire réélire quand vous êtes maire avec un programme comme ça. Alors, suivant les estimations, il y a entre 1 ou 2 millions de logements de qualité insuffisante en France. Et on construit 400 000 logements par an. Donc, si on voulait résorber, il faudrait construire au moins 600 000 emplois par an pendant entre 5 et 10 ans. Non, pas 600 000 emplois, 600 000 logements. 600 000 logements par an, alors qu'on en construit à peu près 400 000. Donc on a un déficit. Il y a une loi qui est passée récemment, encore une énième loi logement. Là. Oui, mais les lois logement, depuis quelques années, n'arrivent plus qu'à faire baisser le nombre de constructions. Parce que, alors, juste un mot là-dessus, le président Macron a compris un certain nombre de travaux de recherche qui expliquaient que les aides les aides à l'acquisition d'un logement, le prêt à taux zéro, etc., les APL, faisaient monter les prix de l'immobilier. Oui, ils faisaient monter les prix de l'immobilier parce qu'on faisait ces aides sans rien faire qui fasse construire plus. Donc si vous aidez les gens à acheter un logement puis qu'il n'y a pas de logement, évidemment, les prix vont monter. Oui. Mais quand vous enlevez les aides, vous construisez toujours pas plus et les prix ils baissent pas. Donc vous avez enlevé les aides et les prix sont toujours... Donc ce qu'il faut, c'est construire. C'est pas d'enlever les aides. Il faut laisser les aides et construire au lieu d'enlever les aides et de pas construire. Donc voilà, et donc c'est tout ça mis bout à bout pour ces trois raisons, c'est ce qui explique je selon pense vous, que la crise sociale se produit en France. Il y a plein de choses ailleurs. plus symboliques sur les hommes politiques, etc. Mais je crois, si on veut avoir une approche d'économiste, c'est vraiment les territoires, la mobilité sociale et le coût du logement. Allez, voilà qui est clair. Merci beaucoup Patrick. Bye.